l'hôpital universitaire de Bruxelles présente Hope Voices, un podcast qui humanise les soins de santé en donnant la parole aux femmes et aux hommes qui composent l'HUB. L'HUB, c'est l'hôpital universitaire de Bruxelles, un regroupement de 3 hôpitaux bruxellois, l'Institut Jules Bordet, l'hôpital Erasme et l'hôpital universitaire des enfants. Ensemble, ces 3 institutions rassemblent plus de 6000 collaborateurs et soignent chaque année des milliers de patients. Mais au-delà des chiffres, c'est avant tout un lieu rempli de vie. On y croise des patients courageux, des proches soucieux, des chercheurs ambitieux et des infirmières radieuses. Tous font vivre notre institution, une institution qui grouille de grandes histoires et de petites anecdotes. Avec ce podcast, nous voulions aller bien au-delà des statistiques et des protocoles pour vous faire découvrir les coulisses de nos hôpitaux. Vous entendrez des récits authentiques. Ceux des chercheurs qui repoussent les limites de la médecine, ceux des soignants dévoués au chevet des patients, mais aussi le récit des patients eux-mêmes qui se battent contre la maladie. Hope Voices, c'est leur histoire, c'est leur voix. Bonjour Laurence Deleken, vous êtes pédiatre hémato-oncologue à l'hôpital des enfants Luderf depuis 2011 et vous êtes également directrice de la clinique d'hématologie bénigne de l'enfant. Nous vous avons invité aujourd'hui pour parler de la thérapie génique dans le cadre du traitement de la drépanocytose. Bienvenue. Merci, bonjour Marine. Pour aborder le sujet, il serait intéressant de faire un petit peu un état des lieux de ce que c'est que la drépanocytose. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations sur cette maladie ? Donc la drépanocytose est une maladie génétique rare du globule rouge. C'est la maladie génétique la plus rare en Belgique puisque environ un enfant sur 1600 naissances est atteint de drépanocytose. Ce qui représente aujourd'hui en Belgique, dans le registre belge de la drépanocytose, environ 1600 patients inclus à ce jour dans le registre, mais probablement qu'il y a plus de personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de signer et d'être inclus dans le registre belge de la drépanocytose. À propos de la maladie, donc tu expliques qu'on la diagnostique à la naissance. C'est une maladie qui accompagne le patient toute sa vie. Et alors, au niveau des symptômes, elle se manifeste comment dans cette progression, justement ? Donc, chez les enfants, ce qu'on remarque particulièrement, c'est que les symptômes sont d'une part liés à l'anémie, donc le taux d'hémoglobine qui est bas, d'autre part liés aux crises vaso-occlusives, ce qu'on appelle les crises de douleur, mais également à la susceptibilité aux infections. Et donc, ce sont des patients qui sont considérés comme très à risque à développer des infections sévères. Et c'est pour ça qu'il est très, très important de les couvrir en termes de vaccination et de leur donner des antibiotiques dès leur plus jeune âge pour prévenir le développement des infections. Quelles sont les populations les plus touchées par cette maladie ? Alors, les populations les plus touchées par la drépanocytose sont les populations d'origine africaine. Néanmoins, avec la mixité des couples à l'heure actuelle et les migrations des populations, il ne suffit pas d'être d'origine africaine pour se dire seulement ces patients-là peuvent avoir la drépanocytose. On peut avoir un ancêtre africain ou un ancêtre venant du pourtour méditerranéen qui fait qu'on serait porteur du S et donc à risque d'avoir soi-même un enfant ayant la drépanocytose. Et c'est pour ça qu'il était essentiel d'obtenir un dépistage qu'on appelle universel et pas non seulement ciblé aux origines des parents. Et en quoi consiste le dépistage justement ? Il existe un dépistage néonatal universel en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis le 1er janvier 2023. Le dépistage est fait sur le test de Guthrie, et donc c'est le fameux test qu'on fait au bout du talon au 3e jour de vie, et on vient rechercher le taux d'hémoglobine S qu'il y a dans le sang pour savoir si le patient peut être malade ou pas. Si c'est le cas, il va y avoir besoin d'un test de confirmation. On va venir faire une électrophorèse complète de l'hémoglobine du patient. Malheureusement, ce dépistage n'est pas encore étendu à toute la Belgique et on espère très prochainement qu'il le sera dans la partie néerlandophone du pays. Quand l'enfant grandit et que la maladie évolue, est-ce que la prise en charge évolue aussi ? Alors effectivement, si les 3 symptômes cardinaux sont les crises vaso-occlusives, l'infection et l'anémie chez l'enfant, au plus il grandit, au plus il va développer ce qu'on appelle des complications chroniques avec des complications cardiovasculaires, rénales, au niveau
de l'œil, au niveau des os, au niveau neurologique également. C'est pour ça que ce n'est pas seulement une maladie du globule rouge, mais vraiment une maladie qu'on dit multisystémique et qui demande une approche pluridisciplinaire dans la prise en charge. C'est une approche qu'on propose tant à l'hôpital des enfants quand ils ont moins de 18 ans que par la suite à l'hôpital Erasme, tout intégré dans la prise en charge HUB du patient drépanocytaire. Aujourd'hui, le seul médicament qui est reconnu dans la drépanocytose pour améliorer le devenir des patients, c'est-à-dire diminuer le nombre de crises vaso-occlusives, diminuer le nombre de syndromes thoraciques aigus et améliorer l'anémie, mais également améliorer la morbimortalité, c'est l'hydroxyurée qu'on utilise en Belgique depuis plus de 30 ans. Il faut se rappeler que le Dr Ferster a été précurseur dans l'utilisation de l'hydroxyurée chez les enfants. Malheureusement, depuis lors, il y a seulement 3 autres médicaments qui ont été validés par la FDA et dont seulement 2 ont réussi à passer les contrôles pour le MEA. Aujourd'hui, suite à des analyses qui ont suivi, ces médicaments ne sont plus accessibles en Europe et donc seul l'Hydrea reste. Le seul traitement curatif qui existe de la drépanocytose, c'est la transplantation ou la greffe de cellules souches hématopoïétiques et idéalement, elle doit se faire au départ d'un frère ou d'une sœur qui est 100% compatible. Il y a de plus en plus de développement de greffe de cellules souches hématopoïétiques qui est faite grâce à un frère ou une sœur qui ne serait que 50% compatible, c'est-à-dire une greffe haploidentiques, mais elles sont surtout validées chez les jeunes adultes plutôt que chez les adolescents et les enfants. Et donc, tout récemment, on a vu apparaître les premières études sur la thérapie génique. Le premier patient publié date de 2016, si mes souvenirs sont bons. Et en Belgique, et particulièrement au HUB, on était le seul centre belge ouvert pour l'essai de thérapie génique réalisé par Vertex avec ce qu'on appelle les ciseaux moléculaires qui viennent couper le gène BCL11A qui permet ainsi de reproduire une hémoglobine fœtale de manière naturelle, si je puis dire. Et on a beaucoup d'espoir dans cette technique sur l'amélioration du nombre de crises vaso-occlusives et l'amélioration des hospitalisations pour crises vaso-occlusives. Alors, c'est un petit peu tôt comme recul, on ne sait pas si on va avoir une guérison complète, mais en tout cas, c'est très prometteur pour les patients drépanocytaires qui n'auraient pas de donneur compatible pour aller en greffe de cellules souches hématopoïétiques. Alors, certes, c'est une technique innovante et très prometteuse. Bien sûr, on ne va pas pouvoir faire de la thérapie génique à tous les patients. Il faut se rappeler que les essais ont été réalisés dans des conditions très très strictes, puisque les patients étaient hautement sélectionnés pour ne pas avoir de complications cardiaques, pour ne pas avoir de complications rénales, pour ne pas avoir de complications pulmonaires. Et une fois qu'on va se retrouver dans la vraie vie, on va se rendre compte de tous les patients qui ne seront pas éligibles à la thérapie génique. Néanmoins, ça reste très encourageant et nous serons ici au sein du HUB un centre belge reconnu si, comme on nous le promet, le remboursement sera acquis dans le courant de l'année 2025. J'aimerais revenir un petit peu déjà, expliquer en quoi consiste la thérapie génique. Donc, tu as évoqué la technique des ciseaux pour sélectionner dans le code génétique, on peut le dire comme ça. En tout cas, enlever les parties qui sont gênantes pour ne conserver que les parties qui seront favorables aux patients. Est-ce que tu peux réexpliquer peut-être un petit peu en quoi consiste cette thérapie génique ? Dans la thérapie génique, il existe plusieurs techniques. La première, c'est une technique d'induction. Donc, on vient insérer un nouveau gène dans le génome qui nécessite un virus pour venir insérer le gène dans le génome. L'autre technique sur laquelle nous avons participé et qui est à l'heure actuelle la technique qui a été soumise au gouvernement belge, c'est vraiment de venir couper ce gène BCL11A qui régule la production d'hémoglobine fœtale. Une fois que ce gène est enlevé, le corps n'a plus de limite pour produire l'hémoglobine fœtale et va se remettre à produire à nouveau de l'hémoglobine fœtale. Alors, qu'est-ce qui se passe en pratique ? Le patient doit avoir une collecte de ses propres cellules souches, ce qui va prendre un certain temps et nécessiter 2, 3, 4 cycles éventuellement de collecte.
À chaque collecte, les cellules sont envoyées à la firme qui va faire cette thérapie génique. Une fois qu'on aura assez de cellules récoltées et modifiées génétiquement, elles nous seront toutes renvoyées en une fois et le patient pourra alors être admis en secteur de greffe. Pour pouvoir le préparer à recevoir ces cellules modifiées génétiquement, il va falloir lui donner un conditionnement ou de la chimiothérapie qui va détruire ses propres cellules souches de telle façon à faire de la place pour que les nouvelles cellules qui lui seront infusées puissent trouver leur chemin et se réinsérer dans les cellules et produire des cellules génétiquement modifiées. Donc ici, on est dans l'autogreffe de cellules modifiées. C'est exactement ça. C'est une autogreffe de cellules génétiquement modifiées, mais qui utilise un conditionnement, donc une chimiothérapie propre aux allogreffes. D'accord, pour éviter que le système ne rejette Exactement. Les cellules en question. On parle de greffe et juste pour démystifier un petit peu le processus, donc passe par injection, par transfusion. Donc effectivement, l'infusion des cellules souches, elle se fait comme une injection ou une transfusion de globules rouges. Le produit se ressemble un petit peu et ça se fait en quelques minutes par infusion. Sur une thérapie génique, ça prend moins de 30 minutes. Pour une infusion de cellules souches hématopoïétiques d'un frère ou d'une sœur, dépendamment du volume qu'il y a à injecter, ça peut durer jusqu'à 1 heure. Mais ce n'est pas une opération, on n'ouvre pas le corps. C'est vraiment une infusion comme une administration de produits par la veine. Au niveau de l'administration des cellules génétiquement modifiées, est-ce qu'on a aussi plusieurs cycles? Est-ce que c'est de la multi-injection? La récolte des cellules souches va se faire par différents cycles. Il va falloir mobiliser le corps avec certains produits qui vont permettre de faire sortir les cellules souches de la moelle osseuse et à faire en sorte qu'elles soient disponibles dans le sang périphérique du patient. Ça nécessite ce qu'on appelle une aphérèse et on travaille pour ça avec l'équipe d'aphérèse de l'hôpital Bordet. Une fois que ces cellules sont récoltées sur 2 jours, elles vont être envoyées à la firme qui va les modifier génétiquement. Après un cycle, on regarde combien on a obtenu de cellules. Si on a assez, on s'arrête là. Si on n'a pas assez, ce qui est le plus souvent le cas chez les patients drépanocytaires, on fera un 2e cycle. On regarde de nouveau combien on a récolté de cellules et combien vont être modifiées génétiquement. On fait la somme des 2 cycles, on voit combien on a. Si on n'a pas assez, on va aller jusqu'au 3e cycle, voire 4 ou 5, dépendamment de chaque patient. Une fois qu'on a récolté le bon nombre de cellules, on les met toutes ensemble et le jour de la greffe, ça se passe en une fois avec des petites fioles qu'on reçoit et qu'on va réinfuser au patient, mais c'est ça qui va se dérouler sur moins d'1 heure. Et le processus, dans sa globalité, prend combien de temps à partir du moment où on collecte les cellules souches chez le patient et qu'on lui réadministre modifiées? Alors, le processus va dépendre du nombre de cycles de collecte qu'on va avoir pour chacun des patients. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Si collecter des cellules souches est plutôt facile pour une autogreffe de patient qui a un cancer, même chez les enfants, c'est beaucoup plus complexe chez les patients drépanocytaires en raison de cette moelle hyper-réactive et de la difficulté d'aller venir chercher des cellules souches en dessous des globules rouges qui sont malades quelque part. Et donc, c'est totalement aléatoire en fonction de chaque patient. Et puis, entre chaque cycle, il faut aussi que le corps récupère et qu'il y ait minimum 2 mois, 3 mois entre chaque cycle. Et donc, on est parti pour, entre le premier jour de la première collecte et le jour de l'infusion de la greffe, 1 an et demi. Concrètement, si on doit administrer cette thérapie, est-ce qu'on est plutôt chez des patients qui ont la maladie depuis peu? Est-ce qu'on est chez des patients qui vivent avec cette maladie depuis longtemps? Quels sont un peu les critères? De toute façon, tous les patients vivent avec depuis leur naissance, puisque c'est une maladie héréditaire, génétique. Et donc, ce sont des critères que je vais appeler de gravité clinique qui vont nous guider vers le choix de cette thérapie. Et parallèlement à ça, des critères de moindre gravité qui pourraient faire en sorte qu'ils ne puissent pas tolérer cette thérapie au complet. Et donc, c'est là qu'il sera important de pouvoir faire la balance entre les indications de chacun des patients et les contre-indications de chacun des patients. C'est pour ça que nous avons mis en place ce qu'on appelle une concertation pluridisciplinaire, le plan belge,
pour que chaque patient drépanocytaire puisse être discuté au sein même de cette concertation, pour qu'il ait les mêmes indications, qu'il se fasse greffer dans un autre centre ou dans le centre HUB, afin qu'il n'y ait pas de distinction de choix des indications et des contre-indications. Cette thérapie, est-ce qu'elle est à visée curative ou alors elle a pour fonction de faire le pont entre d'autres thérapies Alors, elle est à visée curative. Maintenant, le recul n'est probablement pas suffisant pour se dire que les patients sont vraiment guéris. Alors, si on regarde la technique des ciseaux moléculaires, on va voir réapparaître une hémoglobine fœtale plus importante. Quelque part, on va faire devenir ces patients comme porteurs, non pas AS comme un porteur sain, mais comme FS. Donc, une moitié d'hémoglobine fœtale, une moitié d'hémoglobine S. L'avenir nous dira si ça permet non seulement, comme on le sait avec les premières études, de se débarrasser complètement des crises douloureuses et des crises vaso-occlusives comme on l'entend au sens large, mais aussi de toutes les complications plutôt hémolytiques cette fois-ci sur le long terme. Hémolytique, ça veut dire quoi encore ? Hémolytique, c'est la dégradation des globules rouges. Et donc, on voit dans les prises de sang des patients qu'ils ont une bilirubine très élevée, des LDH très élevés, des réticulocytes très élevés. Et tout ça a des conséquences sur le corps et notamment des conséquences vasculaires ou vasculo-endothéliales qui sont responsables d'une partie des complications, notamment chroniques de la drépanocytose. Donc c'est une maladie héréditaire. Est-ce qu'on peut imaginer, question très naïve, que le fait de modifier les cellules souches, de les modifier génétiquement, ça pourrait éliminer à terme la présence du gène chez les enfants ? Alors, il faut savoir que dans la thérapie génique, on modifie les cellules de la moelle osseuse qui sont produites par la moelle osseuse. Par contre, les cellules qui sont à l'intérieur des gamètes, donc ce sont les cellules qui vont donner naissance aux ovaires ou aux spermatozoïdes, celles-là ne sont pas modifiées. Et donc le S pourra toujours être transmis, même si ils ont été modifiés génétiquement. Et il faut se rappeler qu'une des conséquences de la thérapie génique, en tout cas du conditionnement, c'est-à-dire de la chimiothérapie, qui est nécessaire pour préparer le corps à recevoir cette thérapie génique, une des conséquences de ce médicament est l'infertilité future. Par conséquent, il faut pouvoir discuter de toutes les mesures de préservation de la fertilité avant de partir dans un processus de thérapie génique, comme on le fait avant de partir dans un processus de greffe de cellules souches hématopoïétiques d'un frère ou d'une sœur compatible. Pourquoi on a décidé de partir dans cette direction ? Plutôt que de retester une molécule chimique, par exemple ? Alors, les molécules chimiques, on les teste tous les jours et tous les centres vont ouvrir l'une ou l'autre des études. Et je pense que autant à Erasme avec le professeur Collard qu'à l'UDERF avec moi et mes collaborateurs, on a des études qui sont ouvertes pour les patients drépanocytaires. Ça ne veut pas dire que ces médicaments sont déjà libres d'accès pour tous les autres patients. Ça veut dire qu'ils sont en train d'être testés et que ces patients participent à des études de nouveaux médicaments qui sont très encourageants. Mais ça reste des médicaments qui ne vont pas permettre une guérison ou en tout cas un pouvoir curatif sur le futur. Et donc, on participe non seulement aux études de médicaments, mais aussi aux études futures dans l'idée d'arriver à guérir complètement la maladie. Ce sont deux axes complètement différents et les patients éligibles pour l'une n'est pas nécessairement éligible pour l'autre étude. Et donc, on fait les deux en parallèle. Et cette technique-là, en Belgique, on était le seul centre ouvert pour la thérapie génique. Et donc, il n'y a que dans notre centre qu'il y a des patients qui ont bénéficié de cette thérapie génique. Alors justement, pour la question du centre, qui est donc un centre de référence, quelles sont les caractéristiques de ce centre ? Pourquoi c'est un centre de référence ? Et au niveau de la prise en charge globale, qu'est-ce qui est proposé ? Grâce à nos prédécesseurs, Dr Ferster, Dr Gulbis, elles se sont battues pendant des années pour non seulement le dépistage, la prise en charge, le traitement des patients drépanocytaires. Et puis est venue progressivement l'équipe de prise en charge adulte au sein du HUB. Et donc ça fait
plus de 30 ans qu'il y a une prise en charge complète de la drépanocytose à l'hôpital des enfants. Et ces 5 dernières années, on a vu un développement énorme de la prise en charge adulte avec un nombre de patients toujours plus important d'année en année. Pourquoi c'est important d'avoir une prise en charge globale? On a dit c'est une maladie multisystémique et donc il ne faut pas juste regarder les résultats de la prise de sang, mais il faut pouvoir aller explorer tous les différents systèmes. Et là, on parle de la tête aux pieds carrément. Donc, on a besoin des ophtalmologues, des cardiologues, des pneumologues, des hépatologues, des gastro-entérologues et toute une série d'autres sous-spécialités que j'oublie là. Mais cette prise en charge, elle est nécessaire tant chez l'enfant que chez l'adulte. Et il ne faut pas juste un pneumologue lambda, il faut un pneumologue qui a l'habitude de voir des patients drépanocytaires. On l'a dit, c'est une maladie qui est rare. Et donc, si on va dans n'importe quel centre voir un pneumologue, il n'aura pas l'habitude de voir quelles sont les complications d'un patient drépanocytaire. Idem pour un ophtalmologue, ce sont des complications bien particulières et c'est important d'avoir quelqu'un qui a l'habitude de s'occuper de patients drépanocytaires pour pouvoir suivre nos patients. Les conséquences potentielles de la thérapie génique sur la fertilité des patients, donc ce qui introduit la notion de procréation médicalement assistée. Est-ce que là aussi, il y a une spécificité à prendre en compte lorsqu'on va établir le parcours de PMA des patients qui veulent préserver leur fertilité médicalement? Mais donc en fait, la préservation de la fertilité, elle se fait avant la prise en charge et c'est déjà quelque chose qu'on propose même chez les jeunes filles en étant enfants avec une préservation ovarienne où on vient prendre un petit bout d'ovaire qu'on va pouvoir préserver et réimplanter le tissu plus tard lorsqu'elle sera en période où elle souhaite avoir des enfants. C'est déjà fait pour tous nos patients, qu'ils soient atteints d'un cancer ou qu'ils soient atteints de drépanocytose, qu'on va faire à différents moments des traitements en fonction de la pathologie et des traitements qu'ils reçoivent. Mais en tout cas, pour la drépanocytose, c'est fait systématiquement avant chaque greffe de cellules souches hématopoïétiques et ils sont redirigés vers le service de PMA de l'hôpital Erasme avec le docteur de Meestere qui est notre référente depuis de nombreuses années. Alors pour les garçons, c'est la même chose. Évidemment, les garçons en âge de faire un don de sperme, il y aura un don de sperme qui sera fait avant toute prise en charge pour une thérapie génique ou pour une greffe que je vais dire plus classique. Chez les plus jeunes garçons, on propose une préservation aussi du tissu testiculaire, même si on n'a pas encore la certitude que ça permettra à terme de faire en sorte que les garçons qui ont été greffés en jeune âge puissent être à même de pouvoir devenir pères presque naturellement plus tard. Merci Laurence de Decken pour toutes ces explications sur la drépanocytose et les thérapies géniques développées pour traiter cette maladie. On constate que la prise en charge des patients drépanocytaires avance dans la bonne direction et qu'il reste encore plein de pistes à explorer, plein de sujets au niveau de la recherche pour améliorer encore ce traitement et le quotidien des patients. Cela fera sûrement l'objet d'un prochain podcast. Merci encore.